la vie me donne plein de pouvoirs que je peux exercer ou non. Sinon, ce n'est pas des pouvoirs. Et ce qui est vraiment le plus remarquable dans cette affaire-là, c'est que la vie, qui est ce super pouvoir, me donnant sans cesse, ne cessant jamais de me donner tous mes pouvoirs, sur elle, je n'ai aucun pouvoir. Si je la fais cesser, c'est en exerçant un pouvoir qu'elle m'a donné. Je suis vis-à-vis de la vie dans une attitude, Michel-Henri dit ça, de passibilité complète, disons de passivité. Je reçois la vie sans que je puisse absolument rien n'en démettre, si j'ose dire. La vie s'impose à moi à tel point que je ne suis rien en dehors d'elle. Michel-Henri ajoute qu'elle n'est rien non plus en dehors de moi, puisque la vie s'incarne. Une vie n'est pas un ectoplasme stagnant dans la stratosphère en attendant de s'incarner. La vie, elle est incarnée. Et bien c'est la vie incarnée qui me donne tous mes pouvoirs. Et elle-même est un pouvoir sur lequel je n'ai aucun pouvoir. J'ai tous les pouvoirs, sauf le pouvoir d'avoir barre ou d'avoir part sur la vie, ou à la vie, à ce pouvoir qu'est la vie. Si bien que, là on en arrive à un tournant intéressant, pour le coup c'est de la philosophie, c'est l'idée que finalement, ce qui m'est quand même le plus intime, ce qui est le plus moi-même, c'est-à-dire ma vie même, c'est aussi ce qui m'est le plus étranger, parce que je ne peux rien y faire. Je n'ai aucun pouvoir sur elle. Je n'ai aucun pouvoir sur ma vie en tant qu'elle me dispense tous mes pouvoirs. La vie, ce n'est pas la compilation des événements de mon existence. Ça, c'est l'existence. La vie, c'est le pouvoir de jaillissement, de don éternel de tous mes pouvoirs. En cela, elle est dite absolue. La vie est absolue parce que elle est un pouvoir dont tous mes pouvoirs, dont tous les pouvoirs que je suis dépendent et découlent, mais qui, elle-même, la vie, ne découle ni ne dépend d'aucun de mes pouvoirs. On est dans un rapport non commutatif, diraient les physiciens modernes, entre le pouvoir de la vie et les pouvoirs qui sont donnés par la vie, qui sont sans cesse donnés par la vie. On me dira, tu me l'as déjà fait remarquer ça une fois, tu me dis, mais la vie, le pouvoir, bon, on peut très bien dire que la vie, c'est pas un pouvoir, on peut très bien dire que la vie, au contraire, elle dépend complètement, hein, je l'ai rappelé au début, des conditions de sa possibilité. La vie, elle est là, si j'ose dire, la vie, parce que je respire, que je bois, que je mange. Sans respirer, sans boire, sans manger, pas de vie. Donc en fait, ton incassable, là, tu pourrais me dire, ton socle philosophique absolu, indépassable, inconditionné, il se trouve que il est précédé par respirer, boire et manger, par exemple. Ça serait une vision matérialiste. Mais elle est fausse. Elle est fausse, il faut réfléchir, là, très précisément à une chose. C'est que, effectivement, boire, respirer et manger sont des conditions. Mais ce sont des conditions d'une optimisation de la vie dans le monde. Et sur la planète Terre, évidemment. Il vaut mieux, quand on est structuré comme on l'est, pouvoir respirer pour avoir des conditions d'existence optimisées. Mais il y a des gens qui sont dans le coma depuis 20 ans, qui ne boivent pas, qui ne mangent pas, qui sont nourris et qui vivent. Qui vivent, c'est-à-dire que la vie ne cesse pas
de lui prodiguer des dons qui sont empêchés, certes, par des circonstances extérieures, mais il n'empêche que la vie ne cesse pas de leur prodiguer des dons, et d'ailleurs, ces gens qui sont dans cette situation, on découvre maintenant de plus en plus que leur affectivité n'est pas entamée. Les gens qui sont en fin de vie, par exemple, qui n'ont pratiquement plus aucune possibilité d'exercer les pouvoirs que leur donne la vie, ils ne sont pas moins vivants que les autres. Leur affectivité est absolument coextensive à leur jour. On peut très bien imaginer qu'il y ait de la vie sans respiration, même ma vie sans respiration. On peut très bien imaginer que dans certaines circonstances, qui ne sont peut-être pas réalisées encore, je puisse être mes apports en oxygène nécessaires au fonctionnement de mes muscles et donc au battement de mon cœur, soit au fonctionnement de mon cerveau, en tout cas au fonctionnement organique de mon cerveau, me soient prodigués par des instruments qui me dispensent de respirer. Il y a de la vie anaérobie, mais il n'y a pas de la vie humaine anaérobie, mais on peut très bien imaginer que si. Par contre, c'est ce qui nous permet de dire que, certes, boire, respirer et manger sont des conditions, mais ce sont des conditions, je dirais, au sens faible. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer sans passer dans des conditions qui ne seraient là, certes pas optimales. Donc c'est pourquoi je dis que le boire, respirer et manger, pour ne prendre que ces exemples, sont des conditions d'optimisation de l'existence dans le monde, de l'existence humaine dans le monde. En revanche, si on peut imaginer possible de vivre sans respirer, sans boire, sans manger, de vivre par d'autres truchements, on ne peut absolument pas imaginer, concevoir comme possible de respirer sans vivre, de boire sans vivre, ou de manger sans vivre, vous voyez. Il est concevable que je puisse vivre sans boire. Il est absolument inconcevable que je puisse boire sans vivre. Donc, c'est bien la vie qui est la condition absolue de d'éternité, boire, respirer, manger, qu'on avait pris au début, par hypothèse, pour elle-même les conditions de la vie. Ben, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Quand on y réfléchit bien, c'est l'inverse. Hein? Voilà pourquoi la vie est absolue. C'est que tout découle d'elle, même les conditions de son optimisation dans le cadre d'une existence mondaine découlent d'elle. La vie est absolue. Je prenais l'exemple tout à l'heure du non commutatif chez les physiciens, j'insiste encore d'un mot là-dessus. On pourrait dire, d'accord, la vie conditionne respirer, puis respirer conditionne la vie, c'est un cercle, ça, on dirait que A, respirer, plus B, vivre, c'est la même chose que B, respirer, plus A, vivre, ou inversement. Que A, vivre, c'est la même chose que A, vivre, plus B, respirer, c'est la même chose que respirer, plus vivre. C'est-à-dire que c'est un cercle. L'un se nourrit de l'autre et finalement ça devient cause et conséquence. Et le cercle, la figure du cercle, c'est ce que les philosophes en général emploient quand ils veulent s'arrêter de réfléchir. Ils disent finalement ça fonctionne comme un cercle. Bon. Oui, mais enfin, là on a montré quand même qu'il y en avait un qui était radicalement premier. Radicalement premier. Et qu'on n'était pas dans un primat de la relation ou de la circularité. Parce que si on peut imaginer qu'en logique ou en mathématiques, il y ait de la commutativité, et qu'on puisse dire par exemple A plus B égale C, c'est la même chose que B plus A égale C, dans l'expérience, dans l'éprouvé de la vie, on ne peut pas dire que ouvrir une canette de bière A et la boire B, ce soit la même chose que boire une canette de bière B et puis l'ouvrir A. Il y a un ordre des raisons qui est absolument indémontable.
et qu'il faut respecter pour essayer de saisir quelque chose à ce qu'on dit. Voilà pourquoi la vie est absolue. Alors j'y reviendrai autant de fois que tu le trouveras nécessaire, tu le jugeras utile. Je me propose dans une prochaine étape de dire, maintenant qu'est démontré, enfin montré en tout cas, je pense, que la vie est un absolu, en quoi l'absolu est vivant. En quoi l'absolu est vivant. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais nous avons déjà posé, et là je pense qu'on peut s'arrêter là, mais on est bien content, que la vie est absolue. Tout découle et dépend d'elle. Rien en elle, rien d'elle ne découle ni ne dépend de quoi que ce soit. Voilà. À bientôt.